Dans la capsule précédente, on a obtenu la formulation d'un élément fini avec notre équation différentielle. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir affiner nos calculs en posant la forme de nos fonctions de forme et on va en obtenir la solution à un seul élément. Donc avant de venir réinsérer nos fonctions de forme dans notre formulation d'éléments finis, il faut qu'on s'arrête un peu sur les coordonnées. C'est que jusqu'à présent, nos fonctions d'essai, nos fonctions de forme, on les a définies dans le repère local de notre élément. Un élément qui va de x vaut 0 jusqu'à x vaut L. Et donc ça, c'est intéressant de travailler comme ça parce que ça fait en sorte que nos fonctions d'essai sont toujours pareilles. Parce que dans son repère, l'élément est toujours pareil. Par contre, pour le problème qui nous intéresse ici, ben, on avait un domaine de solution qui va de x vaut 1 jusqu'à x vaut 2. Donc, on ne va pas de 0 jusqu'à L. Donc là, il va falloir faire attention aux coordonnées. Donc, dans le fond, ce qu'il va falloir faire, c'est se dire qu'on a nos coordonnées locales, notre coordonnée locale petit x, qui va de x vaut 0 jusqu'à petit x vaut L. Et puis, il va falloir maintenant considérer une coordonnée globale, une coordonnée grand X, qui, elle, en fait, permettrait d'avoir plusieurs éléments, on pourrait imaginer, ou pourrait nous permettre de venir résoudre sur un domaine allant de grand X vaut 1 jusqu'à grand X vaut 2. Voilà, et donc on va pouvoir, en fait, voir que notre petit x va être lié à notre grand X de par la position du premier nœud. Hein. Le x global, dans le fond, mais ça va être égal à la position du premier nœud, grand xi, plus le x local. Donc, on peut réexprimer un changement de coordonnées passant des coordonnées globales aux coordonnées locales ici, ou vice-versa, juste en dessous. Et puis, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que si on fait la dérivée en chaîne, ben on se rend compte qu'une dérivée de notre solution grand U en fonction de grand X, mais c'est la même chose qu'une dérivée par rapport à petit x. Donc, en coordonnées locales ou globales, ou locales, les dérivées sont les mêmes, elles ne changent pas. Donc ça a du sens, dans le fond, quand on y pense. Si on venait solutionner la flèche d'une poutre petit v de x, qu'on vienne réexprimer ça qu'on vienne réexprimer cette forme-là dans une autre coordonnée, ben la pente de la poutre ne changerait pas. Donc, θ, qui est dv dx, que ce soit dv d grand x ou d petit x, θ ne change pas. Là. Donc, la pente de la poutre va rester la même. C'est à ça qu'on doit s'attendre physiquement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir à notre solution de tout à l'heure, donc notre formulation élément fini. Donc, on avait la matrice de rigidité ici, puis nos deux termes de force ici, qu'on avait obtenu sans se soucier des repères locaux et globaux. Et puis, maintenant, ben, sachant que nos fonctions d'approximation sont toujours définies dans leur repère local, ben, on va venir réexprimer ça ici dans le repère global en étant rigoureux. Donc, notre équation différentielle, elle est toujours exprimée dans le repère global, grand X. Et puis, il va falloir venir réexprimer nos fonctions d'essai, les NI, ou NI, X, NJ, NJ, X, en fonction de la coordonnée globale ici, qui est grand X moins grand X1. Et puis, nos bornes d'intégration, ça va être grand X1 jusqu'à grand X2. Donc, maintenant, on a une équation qui est un peu plus rigoureuse. Ça va jusque dans les termes de force, hein. Notamment ici, on a le terme en 2 sur grand X2 avec la coordonnée globale qui apparaît. Donc, on a quelque chose qui est cohérent. Tout est exprimé ici dans les coordonnées globales. Cependant, on l'a dit, les coordonnées locales sont agréables pour travailler dans nos éléments finis. Pourquoi? Mais parce que nos fonctions de forme sont toujours pareilles dans les coordonnées locales. Donc, on va venir réexprimer le problème dans les coordonnées locales de notre élément. Et donc, ce qui va nous rester, en fait, c'est qu'on va remplacer les grands X par grand X1 plus petit x. Donc, la coordonnée du premier nœud de notre élément plus la coordonnée locale. Et donc, nos fonctions de forme, ils ont toujours la même forme ici en petit x.
Et puis, on va voir que c'est ça, il y a des grands X1 qui apparaissent ici et là, dans le terme de force aussi. Lorsqu'on travaille avec les coordonnées locales et puis qu'on a fait attention avec notre changement de coordonnées. Et puis, le domaine sur lequel on va travailler, c'est de 0 à L, donc sur la longueur de notre élément. Et puis, grand X1, c'est la position du premier nœud. Et donc, maintenant qu'on a explicité notre formulation par élément fini, en faisant attention aux coordonnées, mais maintenant, on peut venir évaluer ces intégrales-là lorsqu'on va venir choisir la forme des fonctions de forme. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se rappeler de nos fonctions d'interpolation. Donc ici, pour faire simple, pour commencer, on va utiliser des fonctions d'interpolation linéaires. Donc, on a nos fonctions d'interpolation linéaire. Et puis, ce qu'on va dire, en fait, c'est que dans notre repère local de notre élément, ben, on va venir évaluer nos fonctions. On va avoir N1 de x, et puis on va avoir N2 de x, ici comme ça. Et puis nos deux fonctions, elles valent 1 à leur nœud et puis 0 aux autres nœuds. Donc on a le nœud 1 ici. Et puis on a le nœud 2 ici. Et puis ça ici, c'est de longueur grand L. Donc, ces fonctions-là, en fait, elles valent quoi? Ben, N1 de x, comme on les exprime dans leur repère local, elles valent toujours la même chose. Hein? Donc, N1 de x, pour avoir une pente qui descend comme ça va être L moins x sur L. Et puis, N2 de x, ça va être égal à x sur L. Et donc, on a la forme de nos fonctions de forme, et puis on peut les dériver ici. N1 virgule x, ça va être égal à moins 1 sur L, et puis N2 virgule x, ça va être égal à 1 sur L. Et donc, ça ici, c'est toujours vrai, c'est toujours pareil. Lorsqu'on travaille avec des fonctions d'interpolation linéaire, on a toujours ça ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre ça, puis les rentrer dans notre solution, dans notre formulation d'éléments finis. Donc, on va commencer par calculer la matrice de rigidité. La matrice de rigidité. Donc, on avait dit que grand K, c'était égal à l'intégrale de 0 jusqu'à L de la coordonnée du premier nœud plus petit x fois notre tenseur diadique ni virgule x nj virgule x dx. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire le tenseur diadique ni virgule x nj virgule x? Qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, c'est la multiplication de toutes les permutations possibles de ces deux termes-là. Donc, ni virgule x, nj virgule x, ben dans le fond, c'est n1 virgule x fois n1 virgule x. Donc, ça veut dire 1 sur L fois 1 sur L. Ou n1 virgule x, n1 virgule x. Ensuite, on va avoir n1 virgule x fois n2 virgule x, n1 virgule x fois n2 virgule x. Ensuite, on va avoir n2 virgule x fois n1 virgule x, et puis on va avoir n2 virgule x, n2 virgule x. Et donc,
on peut évaluer ces termes-là. N1 virgule x fois N1 virgule x, ben c'est moins 1 sur L fois moins 1 sur L. Ça veut dire 1 sur L carré. Donc, on peut mettre 1 sur L carré en évidence. On va avoir 1 ici. Et puis, N1 virgule x fois N2 virgule x, ben, ça va être moins 1 sur L fois 1 sur L. Ça va faire moins 1 sur L carré. On va avoir moins 1. Puis, N2 virgule x, N1 virgule x, ben, ça va être aussi moins 1. Et puis, N2x, ça va être 1. Avec le 1 sur L carré en évidence. Donc, notre tenseur dyadique, c'est quoi? C'est la multiplication de chacun des termes, chacune des combinaisons possibles, ben dans ce cas-ci, des dérivés de nos fonctions d'essai. Et donc, ça, on réussit à l'évaluer comme ça ici. Donc, si on veut évaluer K, ben on peut venir substituer nos matrices ici dedans. Et donc, on va avoir que K est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à L de x1 plus petit x, et donc divisé par L carré fois 1 moins 1 moins 1, 1 dx. Donc, tout ça, c'est pas fonction de x, donc on peut le mettre en évidence, et puis on se retrouve qu'on a juste l'intégrale de grand x1 plus petit x. Donc, on va avoir 1 sur L carré, 1 moins 1 moins 1, 1, fois l'intégrale de 0 à L de grand x1 plus petit x, dx, qui apparaît pas dans l'écran. Et donc, K, c'est 1 sur L carré, 1 moins 1 moins 1, 1. Et puis, on vient évaluer grand x1 fois petit x plus petit x carré sur 2, évalué à 0 et à L. Et donc, K, ça va nous donner au final grand x1 sur L plus une demi fois 1 moins 1 moins 1. Donc, on a notre matrice de rigidité ici. Donc, on a évalué notre matrice de rigidité. Et puis après ça, ce qu'on a vu, c'est qu'on avait deux autres termes à évaluer dans notre formulation. C'était les termes de force, donc les termes F1 et F2. Donc, les forces. F1 et F2. Donc, on a F1 qui est moins l'intégrale de 0 jusqu'à L de nos fonctions ni fois 2 sur grand x1 plus petit x au carré dx. Et donc, ni ici, on peut le remplacer par nos n1, n2. Et donc, on obtient moins l'intégrale de 0 à L de 1 sur L. Et puis là, ici, on va avoir L moins X. Puis ici, on va avoir X. Puis ça va être multiplié par 2 sur grand X1
1 plus petit x au carré dx. Donc, si on fait l'intégrale de ça, donc on a L moins x divisé par ça ici, puis on va avoir x divisé par ça ici. On trouve que F1, ça va être moins 2 sur L fois, ici on va avoir grand L sur x1, moins le logarithme naturel de grand x1 plus grand L sur grand x1. Et puis, pour l'autre terme, on va avoir le logarithme naturel de grand x1 plus grand L sur grand x1 moins grand L sur grand x1 plus grand L. Et donc, on évalue notre F1 comme ça ici. Et avec ça, ben, il nous reste F2 à venir évaluer. Donc, on va avoir F2 qui, lui, était nos fonctions ni de x fois nos flux évalués au bas. Donc, dans le fond, si on remplace nos n, on va avoir moins 1 sur L fois L moins x et fois x fois phi étoile de x. Tout ça évalué à petit x au 0 jusqu'à petit x au L. Et donc, lorsqu'on évalue tout ça, on a moins 1 sur L. Donc, à x vaut L, on va avoir L moins L, ça fait 0. À x vaut 0, on va avoir L moins 0, donc ça fait L fois, donc on va avoir moins L fois phi étoile évalué à 0. Puis ensuite, on va avoir évalué à x vaut L, on va avoir L ici, fois phi étoile évalué à L. Moins x vaut 0, donc ça fait 0. Comme ça ici. Et donc, lorsqu'on vient le simplifier, on trouve moins moins L sur L, ça s'annule. On va avoir phi étoile à 0, puis moins phi étoile à L. Et c'est notre autre force. Comme ça ici.